Recrutement des enfants au sein des forces armées, le gouvernement et les Nations Unies s'engagent à combattre ce fléau en République démocratique du Congo. Un accord de principe a été signé jeudi à la primature. La grande question, c'est l'application de ce protocole d'accord dans les zones sous contrôle du M23. Les victimes de l'opération coup de poing font chorus et se proposent de traduire le gouverneur de la ville en justice. Il en dit au cours d'un point de presse ce vendredi au siège de la Voix des Sans-Voix. Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nous. Bienvenue à cette Actu 7, la grande édition. D'abord, cette nouvelle, le secrétaire général à la justice, le comptable et le directeur de la paix du ministère de la Justice sont aux arrêts. La cellule de la police judiciaire des parquets en charge des répressions des crimes par des officiels les a mis en examen pour détournement supposé des deniers publics. Une opération qui rentre dans le cadre de l'opération Tolérance Zéro décrétée par le gouvernement au sein des institutions publiques. C'est donc un dossier à suivre. Recrutement et emploi d'enfants au sein de l'armée, c'est ces sujets qui intéressent votre rédaction. Cette question a fait l'objet d'un accord signé jeudi par le Premier ministre et le système des Nations Unies en République démocratique du Congo. Les deux parties ont mis en place un plan d'action contre les recrutements et l'emploi d'enfants dans les conflits armés. Cet engagement vaut avertissement pour les rebelles du M23 dans leur aventure dans la partie est de la RDC, selon le patron de la MONUSCO, Anita Luamboa Tchala. Les Nations Unies et le gouvernement congolais s'engagent à lutter contre le recrutement et l'utilisation des enfants dans les forces armées. L'accord de partenariat qui scelle cette alliance concerne aussi d'autres violations graves de droits de l'enfant par les forces armées et les services de sécurité de la RDC. Ce document est une mise en garde sévère contre les rebelles du M23 qui s'amusent à enrôler les enfants dans leur aventure à l'est du pays. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC n'a pas mâché ses mots devant le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Les responsables du M23 subiront le sort réservé actuellement par la CPI à Thomas Lubanga. Cette menace sera bientôt mise en exécution, provient Roger Miss. Dans l'opinion, on a l'impression d'avoir entendu ce refrain. Beaucoup attendent voir la communauté internationale passer à l'action pour neutraliser le M23 et sanctionner son principal soutien, le Rwanda. Augustin Matata Ponyo s'est réjoui de l'entrée en vigueur de ce texte qui rencontre l'assentiment des deux parties. Il promet de parachever la réforme de l'armée et des services de sécurité. Au-delà de son caractère symbolique, l'accord contraint le gouvernement congolais à éviter l'implication des enfants dans les conflits armés. La grande question qui se pose est celle de la faisabilité. Si du côté du gouvernement, il ne s'oppose aucun problème pour l'application, l'équation passe à deux inconnus pour ce qui est des zones sous contrôle des forces négatives, dont les rebelles du M23. La question est prise très au sérieux par la communauté internationale qui affirme qu'elle ne restera pas indifférente aux actes d'exaction, surtout à l'enrôlement des enfants mineurs, dont se sont rendus coupables les responsables du M23 et leurs principaux commanditaires basés à Kigali et parmi les multinationales occidentales. Pendant ce temps, un cinéaste canadien vient de boucler le tournage d'un film sur la vie des enfants soldats en République démocratique du Congo. Rebelle est son titre. Ce court-métrage tourné à Kinshasa pendant 2 ans avec l'appui financier de l'ambassade du Canada en RDC sera officiellement lancé sur le marché pendant les travaux du 14e sommet de la francophonie prévu dans la capitale congolaise dans quelques jours. Son réalisateur l'a annoncé ce vendredi au cours d'une courte projection à la salle du Centre Wallonie-Bruxelles. Rosa Oazi et Fiston Bouini étaient là. C'est aussi d'avoir fait un aussi bon film. Kamono, c'est le nom de l'actrice principale de ce film qui retrace la misère et la souffrance des jeunes gens qui ont été enlevés par des rebelles avant d'être contraints d'intégrer les forces armées. Ce film est signé de Kim Nguyen, un sujet canadien, parle d'une histoire pleine d'émotions. L'œuvre est entièrement réalisée à Kinshasa en 2011 et vendue dans plus de 25 territoires. Il sera projeté pour être présenté à la population congolaise en marge des activités du 14e sommet de la francophonie. C'est simplement un concours de circonstances qui fait en sorte qu'au même moment où se tient le sommet de la francophonie, ici à Kinshasa, le film sort en salle de projection au Canada. Rebelle met en vedette les jeunes acteurs congolais.
Et ce film, comme l'affirme l'auteur, immortalise et rend hommage aux vrais héros de l'Afrique pour sauver des victimes sans défense que sont les femmes et les enfants dont la situation humaine parvient encore et toujours à vaincre les drames de la guerre. Je l'ai dit au début de ce journal, démolition à la commune de Ngalema au quartier Bassoko. Des voix s'élèvent pour dénoncer des débordements. Quelques victimes se préparent à traduire le gouverneur de la ville en justice. Les victimes expliquent que des démolitions concernaient des habitations construites au moins de 7 mètres de la voie ferrée. Les engins ont détruit même celles se trouvant à plus de 20 mètres des rails. Elles l'ont dénoncé au cours d'un point de presse ce vendredi par la Voix des Sans-Voix et la SADO, Adam Chemissi et Jobompe Kempinda. Reportage. Une démolition qui va peut-être tourner mal. Ces 3 victimes, dont une ancienne députée de l'opposition, Élisée Dimanja, accusent le gouverneur de la ville, André Kimbuta, d'avoir autorisé les démolitions à l'aveuglette de certaines habitations sans tenir compte, affirme-t-il, des dispositions prévues à l'avance. La mesure prévoyait de libérer 7 mètres d'espace de part et d'autre de la voie ferrée. Malheureusement, les tracteurs ont détruit jusqu'à 20 mètres. C'est une infraction selon l'Azado et la Voix des Sans-Voix qui ont décidé d'aider les victimes à entrer dans leurs droits. Les victimes dénoncent également un règlement de compte et une destruction sélective. Comment comprendre que certaines habitations étant dans les mêmes conditions ne soient jamais démolies, s'interrogent ces personnes qui ont du reste tout perdu. En dépit de notre bonne foi avérée, l'équipe de démolition conduite par le colonel Kanyama a tout simplement et purement rasé nos maisons. Ces agents commis par le colonel Kanyama ne nous ont même pas laissé sauver le moindre effet, ni récupérer ce qui pouvait l'être dans la maison. Comme vous le voyez, presque tout ce qui se trouvait dans nos maisons est aujourd'hui enfoui sous les décombres de nos maisons. Il y a bel et bien une violation de la loi. Et quand la décision est prise, elle doit être publiée au journal officiel. Dans le cas ici, vous vous rendez compte que les victimes ne sont même pas en possession de la décision. La procédure légale en matière d'expropriation n'a pas été respectée selon les avocats. En plus, l'ex-ONATRA n'a, à en croire les concernés, jamais donné l'ordre qu'on détruise au-delà des 7 mètres. Ces personnes qui pourtant possèdent des titres disent qu'elles iront jusqu'au bout pour obtenir gain de cause. Une plainte contre le gouverneur de la ville de Kinshasa est déjà en préparation, annonce-t-on. Jusqu'où ira cette affaire, Dieu seul le sait. Le pont Mondjiba refait peau neuve et le trafic est désormais fluide. Après quelques 2 mois de travaux de modernisation, les experts de l'Agence congolaise des grands travaux se sont rendus sur les lieux pour s'assurer de la qualité de l'ouvrage. Les épreuves de chargement effectuées ont donné satisfaction au maître d'ouvrage, mais aussi au conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures, Élisée Bilonda Kassonga. C'est l'ultime étape qui restait avant la mise en service du pont d'Agamajog, nouvelle formule. Ces épreuves de chargement permettent d'évaluer le fonctionnement mécanique du pont sous charge. Conçu pour supporter une charge de dimensionnement de 56 tonnes, il est vrai qu'il peut en supporter plus. Les essais que vous voyez, on est en train de faire là, et chaque camion a pratiquement 35 tonnes. Et vous avez vu qu'on avait disposé même 6 camions. Quand vous mettez 35 multiplié par 6, vous êtes pratiquement autour de 210. Donc en cas d'embouteillage, le pont peut supporter une série de véhicules pour un total de plus de 210 tonnes. L'ouvrage est d'une grande beauté. Les lampadaires y sont placés, les garde-corps peints. Cet ouvrage d'art reflète la vision du chef de l'État, comme le souligne son conseiller principal au Collège des infrastructures, Jean Kimbembe Mazunga. Je suis très satisfait. J'ai suivi ces chantiers depuis le mois de mai, depuis le début, depuis la conception même, depuis la vision exprimée par la chef de l'État depuis l'année 2003 et puis la matérialisation de cette vision en 2007 pour élargir le boulevard du 30 juin, son prolongement sur l'avenue Mondjiba. Financé sur fonds propres du gouvernement central, le délai dans l'exécution des travaux a été respecté.
Comparativement avec l'ancien ouvrage, celui-ci a été dimensionné avec un train de charge de 56 tonnes. Tandis que l'autre, il a été dimensionné à l'époque belge avec un train de charge de 32 tonnes. La poutre la plus chargée au niveau de la travée centrale, elle fait 20 mètres de portée. Sauf imprévu, le pont Mondjiba sera ouvert lundi pour une plus grande fluidité du trafic. Des architectes congolais se disent prêts à participer aux efforts de reconstruction en cours à travers le pays. À l'issue de 2 jours de réflexion sur la bonne marche de cette corporation, la Société des architectes du Congo dit avoir une expertise à mettre au service de toute la nation. Ces assises se sont tenues en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'architecture. Les travaux avaient lieu à l'Institut supérieur de l'architecture et de l'urbanisme. Reportage Rosa Oazi et Fiston Bouini. Cette journée est bien l'occasion indiquée pour cette association qui regroupe les architectes du Congo de réfléchir avec les étudiants inscrits dans cette filière d'études sur les défis de l'urbanisation dans notre pays. En ces moments où le gouvernement travaille pour la reconstruction et la modernisation du pays, l'implication de cette corporation professionnelle s'avère indispensable. Les villes bien construites sont un moteur de développement pour un pays, explique l'un des orateurs. De situer la profession d'architecte dans un monde qui change au niveau international, et surtout de faire passer le message qu'il ne faut pas copier le reste du monde et que, en revanche, ce que vous avez à inventer pour demain va être inspiré de vos propres valeurs. Le président de l'Association des architectes du Congo souligne pour sa part l'importance de ces assises. Et cela appelle des modes de vie, des modes de réflexion qui puissent permettre à ce que nous puissions relever les défis, notamment pour loger les gens, notamment pour nourrir les gens, notamment pour répondre aux problèmes de déplacement dans nos villes et de l'étalement urbain. Cela donc appelle les architectes des solutions pratiques afin que nous puissions réellement poser des repères et des jalons pour que nos villes soient réellement un modèle, alors que le gouvernement en tant que partenaire continue à prendre des actions pour moderniser nos villes. Loin d'être un simple cadre de réflexion, cette plateforme se présente comme un conseil de l'ordre pour tout individu qui s'engage dans cette profession. Comment appuyer les acteurs au développement en RDC dans leurs efforts de développement des plans et programmes d'éducation? C'est la raison du forum qui réunit à Kinshasa 4 pays d'Afrique, à savoir le Kenya, le Zimbabwe, le Libéria et la République démocratique du Congo, pays hôtes. Ces assises se veulent un cadre de réflexion afin de trouver des solutions pour reconstruire le système éducatif de ce pays post-conflit. Ce forum est organisé à l'initiative du ministère de l'EPISP avec l'appui de l'UNICEF, l'USAID et INE. Le coup d'envoi a été donné jeudi à Caritas Congo. Reportage Rosa Oazi, Fiston Bouini. Le gouvernement congolais plus que déterminé à redresser le secteur de l'éducation. Toutes les batteries sont mises en marche pour y parvenir. En témoigne l'organisation de ces forums de 3 jours qui réunit, outre le gouvernement de la RDC, les agences des Nations Unies, bailleurs de fonds, établissements d'enseignement, syndicats des enseignants ainsi que représentants des pays concernés par les programmes de l'UNICEF. Une rencontre qui vise à appuyer les acteurs congolais dans leurs efforts de développement de plans et programmes d'éducation qui intègrent la situation des conflits et contribue à la consolidation de la paix en RDC. Les organisateurs s'accordent sur la nécessité et l'urgence de reconstruire des systèmes éducatifs dans notre pays où les écoles sont souvent victimes de l'impact négatif des conflits et des violences. En effet, nous assistons désagréablement, dans ces contextes de conflits, à l'abandon des habitations par les populations, au déplacement, à la fuite des élèves et des enseignants, à la destruction des infrastructures scolaires, à leur occupation par des réfugiés, à la destruction des matériels didactiques et des équipements pédagogiques, à la violence du droit des enfants à l'éducation. Au sortir de ces travaux, les participants devront arrêter de stratégie et identifier les causes principales pouvant atténuer les conflits et permettre par les faits même la reconstruction du système éducatif congolais. Le monde célèbre ce 5 octobre la journée de l'enseignant.
Notre rédaction est allée à la rencontre d'un enseignant de l'école primaire de Matongé 4. Ignace Mazo à Poitiers, rencontré par Mariam Boya et Dieu merci Sueka, parle de son parcours dans l'enseignement 47 ans après. Il profite de notre micro pour demander à l'État de revoir l'enveloppe salariale allouée au secteur de l'enseignement. Suivez. En ce moment où l'enseignement est à l'honneur à travers le monde, la situation de l'homme à la craie blanche est au centre d'une vive controverse. Mazo Apoati Ignace, marié et père de 5 enfants, travaille comme enseignant à l'EP4 Matongé. Il exerce ce métier depuis 1965 et totalise à ce jour 47 ans d'expérience professionnelle sans vraiment changer son vécu quotidien. Avec ce qu'il gagne, il avoue être dans l'impossibilité de nouer les 2 bouts du mois. Malgré lui, il supporte sa famille nombreuse au prix d'énormes sacrifices. Pour lui, l'enseignant aujourd'hui est méprisé malgré la noblesse de sa profession. La paie par voie bancaire des salaires des enseignants n'a pas résolu le vrai problème. L'enseignant est quelque chose est méprisé. Vu le salaire qu'on gagne, on ne peut jamais satisfaire sa famille. Les salaires des crises, on le met à la banque ou à la main, ça revient de même, ça ne change pas la vie de l'enseignant. C'est par hasard et peut-être faute de mieux qu'il est arrivé dans ce corps de métier. Il dit avoir choisi d'être titulaire en 4e primaire depuis des années. Il déplore la suppression de la carte d'ayant droit et la descente aux enfers du système éducatif national. Mais vous voyez, dans l'ancien temps, par exemple, l'enseignant était presque le mieux payé. Et aujourd'hui, nous sommes presque les derniers. Ce que moi je propose au gouvernement congolais, c'est de prendre, c'est de considérer l'enseignant et le remettre à sa place. Si vous voyez, suite à cette mauvaise vie, il y a la baisse du niveau. On doit aussi revoir le problème d'âge. Beaucoup d'enseignants ont vieilli et ils ne sont pas retraités. Et quel bon travail peuvent-ils rendre? Autrefois considéré comme un métier noble, l'enseignant, toute considération à cause de sa situation de vie précaire qui laisse à désirer. C'est aussi, à son avis, ce qui explique la baisse du niveau de l'enseignement en République démocratique du Congo. Des femmes leaders, membres des partis politiques et associations formées sur la décentralisation et les élections locales en République démocratique du Congo. Après une session de 2 ans de renforcement des capacités, le leadership féminin a bénéficié de plusieurs notions sur les fonctionnements de l'État. Cette approche s'est clôturée ce vendredi au siège de la Fondation Ansaïdel, partenaire attitré, ce en vue de faire éclore des capacités et des talents enfouis. Suivez. C'est une dernière session de formation des femmes leaders débutée il y a 2 ans. Ce séminaire de renforcement des capacités porte sur la décentralisation et les élections locales en RDC. L'idée de l'ISDD, Institut des stratégies de développement durable, est de mettre ensemble les femmes pour faire éclore des talents enfouis. Cela grâce à la Fondation Ansaïdel qui offre des possibilités de formation assurées par ce partenaire. Un échantillon des femmes, certes petit mais significatif, que la chargée des programmes de la Fondation Ansaïdel exhorte à capitaliser les acquis de cette session. Ici à présent de capitaliser ces enseignements au niveau de nos partis politiques et associations respectives, d'organiser des restitutions et pourquoi pas de trouver d'autres créneaux dans lesquels chacune de nous va se spécialiser, se perfectionner afin de servir de référence aux jeunes en quête de modèles aujourd'hui. Les bénéficiaires, elles, reconnaissent la qualité des enseignements reçus. Elles promettent de restituer chacune à sa base. Aguerris après cette formation, nous prenons l'engagement solennel de pouvoir nous impliquer totalement dans la mise en place de la décentralisation et surtout dans l'organisation des élections locales qui donneront des dirigeants dignes d'animer les institutions. Il ne reste plus qu'à ces femmes leaders de mettre en pratique leurs ambitions de postuler aux prochaines élections locales et à s'auto-former continuellement. Ces brevets de participation leur permettront
de faire valoir ce qu'elles ont réellement reçu. Le comité de pilotage du secteur de la santé de la ville de Kinshasa a pendant 2 jours procédé à l'évaluation à mi-parcours de ses activités de l'année en cours en vue de préparer celles qui arrivent. La cérémonie s'est clôturée ce vendredi au siège du PNMLS. Reportage Rosa Wazi et Baby Malobo. Le participant avait besoin de 2 jours pour évaluer à mi-parcours le plan d'action opérationnel 2012 de la ville-province de Kinshasa en ce qui concerne les activités de lutte contre le VIH-Sida. Pour rappel, les mandats assignés au comité provincial de pilotage du secteur des santé est celui d'assurer la mise en œuvre de politiques et des stratégies nationales en matière de prise en charge de personnes vivant avec le VIH-Sida dans la capitale. Il s'agit aussi de renforcer le système de santé et le plan national de développement sanitaire afin de permettre l'alignement des interventions menées dans la ville-province de Kinshasa. Chers partenaires, le PAO 2012, dont nous venons de valider les résultats à mi-parcours, a été élaboré ensemble avec vous. Chacun de vous avait souscrit librement. Vous venez de suivre le niveau d'encaissement de fonds d'un chacun. Sans moyens, il est impossible d'atteindre les objectifs escomptés. Ensemble, nous en tirons des leçons. Cette réunion du comité provincial de pilotage du secteur de santé, qui en est à sa 2e étape, aura permis aux participants de formuler sans doute des recommandations susceptibles d'assurer l'approvisionnement aux antirétroviraux dans la ville-province de Kinshasa et pour la planification du plan d'action opérationnel 2013. Les sujets sur la francophonie et la situation de crise dans l'Est de la République démocratique du Congo reviennent encore dans la presse parue ce vendredi à Kinshasa. La revue de presse porte la signature de Bijou Mbouyi Ndoya. Francophonie, Est de la RDC, voilà les sujets qui intéressent les quelques journaux parvenus à notre rédaction. À 7 jours du grand rendez-vous, tout est presque fin prêt, rassure le commissaire général à la francophonie Isidore Ndayuel, cité par la Prospérité. Ce dernier, au cours de la réunion d'évaluation convoquée par le Premier ministre Matata Ponyo jeudi, a révélé que le comité d'organisation s'apprêtait maintenant à accueillir les différentes délégations, mais aussi organiser la dernière manifestation d'accompagnement et d'environnement du sommet qui démarre le lundi prochain. Par cette même occasion, Isidore Ndayuel a expliqué le chronogramme du sommet au chef du gouvernement. C'est la même information que livre le palmarès qui va plus loin et rapporte les propos tenus par la ministre française déléguée à la francophonie, Yamina Benguigui, lors d'un point de presse jeudi à Paris. François Hollande a là l'occasion de parler à l'Afrique avec de nouveaux mots pour en finir avec les oripeaux du colonialisme. Il va en finir avec la France-Afrique et réparer les dégâts causés par le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy. Le potentiel, quant à lui, consacre sa une à la question de l'Est, précisément au recrutement d'enfants dans la rébellion du M23. Selon ce journal, le M23 subirait de fortes pressions de la part de l'ONU et pourrait même subir le même sort que Thomas Lubanga. La question est tellement prise au sérieux par la communauté internationale que la RDC et le système des Nations Unies ont signé un plan d'action contre le recrutement et l'emploi d'enfants dans les conflits armés. Par la même occasion, Roger Miss a lancé un nouvel avertissement au M23 dans son aventure de l'Est du pays. Tout cela est certes louable, mais l'opinion congolaise attend voir la communauté internationale passer vite à l'action pour neutraliser le M23 et sanctionner son principal soutien, le Rwanda. Et puisqu'on parle du Rwanda, l'ONG Crisis Group, dans un nouveau rapport sur l'Est du Congo, pense qu'il faut faire cesser l'ingérence de ces derniers dans les affaires congolaises et appliquer le plan de reconstruction prévu par les accords politiques dans les Kivu. C'est là le préalable pour passer de la gestion de crise à la résolution du conflit. Quant à l'aide internationale au Rwanda, celle-ci devrait être suspendue tant que ce pays n'aura pas mis fin à son ingérence dans les affaires congolaises. L'avenir, eu égard au rapport, a donc raison de titrer à sa une « Halte à l'ingérence du Rwanda dans les affaires congolaises ». Cette question de l'Est donne matière à réflexion au journal Le Phare pour terminer. Ce dernier, avec tous ces événements, craint la réapparition du syndrome de 1996
qui rappelle la fin du règne de Mobutu. Pour ce journal, faut-il continuer de rêver debout? Voici 5 mois que les rebelles du M23 continuent à faire peser la menace de balkanisation sur le territoire national. Les Congolais sont-ils devenus si naïfs au point de croire que les soldats étrangers adorent tellement leur pays qu'ils font verser leur sang pour lancer la guerre de libération nationale contre le M23? Eh bien, toutes ces questions devraient stimuler les membres du Parlement d'engager des débats de fond sur les voies et moyens de mettre fin à la guerre. Malheureusement, ces derniers s'indignent. Le journal s'occupe de tout sauf d'une situation de nature à faire imploser l'État-nation. Et c'est sur cette note d'indignation, Rosine Martin Bouyamba, que nous mettons un terme à cette ronde des journaux. Merci Bijou. Cet Actu 7 est terminé, mais l'actualité se poursuit sur www.lepotentielonline.com. Merci de nous avoir regardés, mesdames, messieurs, et bon week-end aux uns et aux autres.